Madame, Messieurs, bonsoir. Que pensez-vous de ce qu'on appelle désormais guéguerre entre le pouvoir de Félix Tshisekedi et les évêques de la Cinco, le cardinal Ambongo particulièrement? Que pensez-vous de cette guéguerre? Le président de la République estime qu'il y a des politiciens en robe et de l'autre côté, il y a Ambongo qui réplique. Nous allons en parler dans cette émission. Nous recevons pour vous le professeur André Mbata pour parler de la Constitution. Il est constitutionnaliste, il est professeur extraordinaire, il est député national de l'UDPS et avec lui on va parler de la Constitution. Faut-il réviser ou non la Constitution? Et s'il faut la réviser, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Faut-il peut-être réviser la Constitution et demander au chef de l'État de ne pas briguer un troisième mandat? La question sera posée tout à l'heure au professeur André Mbata. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci. Je me sens bien de retour sur ce plateau de Congo Web. Merci. Ça faisait très longtemps qu'on vous a eu sur ce plateau. Effectivement. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir dans ce premier numéro de l'année 2025. Alors, professeur, avec vous, on va parler de cette question de la Constitution. Plusieurs fois, professeur, vous êtes passé dans les médias pour dire que la Constitution congolaise était la meilleure. Et après, aux États généraux de la justice, vous avez dit qu'elle n'était pas intouchable. Pourquoi ces deux concepts? Meilleur, mais pas intouchable. Merci pour la question. Je crois que la présentation devait être complète. Je suis professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud. Ah, ok. Je suis professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Et je suis secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Ah, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, la plateforme présidentielle. Voilà. Ah. Donc je suis heureux de me retrouver ici. C'est sûr qu'on va répondre à plusieurs questions. Plusieurs de vos téléspectateurs vous en ont posé plusieurs. Je suis là pour y répondre. Vous parlez effectivement de la Constitution. Je dis il y a effectivement... Meilleur, mais pas intouchable. J'ai dit il y a quelques années, en brandissant la Constitution elle-même, que la Constitution de 2008 était comparativement à la Constitution de la loi fondamentale du 19 mai 1960 et comparativement à la Constitution du 1er août 1964 qu'on appelle communément la Constitution de Luluabourg, comparativement à la Constitution du 24 juin 1967 qu'on appelle également la Constitution révolutionnaire, eh bien je disais que cette Constitution de 2006 était meilleure que celle-là. Mais je n'avais jamais dit qu'elle était intouchable. Bien sûr que sur les réseaux sociaux, les internautes, les spécialistes de TikTok, de Facebook ont voulu travestir la vérité. Mais voilà ce que j'avais dit. Elle était meilleure comparativement à ce texte-là, mais elle n'était pas intouchable et qu'elle pouvait, dans tous les cas, lorsque le peuple l'a décidé, elle pouvait faire l'objet d'une modification. Le problème, c'est votre activisme a toujours parlé de cette constitution à travers une organisation, si c'est IDGPA. À travers cette organisation, vous parlez beaucoup plus de cette constitution. Peut-être les gens ont peut-être vu en vous cette volonté de pouvoir garder cette constitution et de ne pas la toucher. Non, c'est-à-dire, j'ai dit que la meilleure, mais on pouvait encore, comparativement aux autres, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on peut y ajouter. Effectivement, vous faites allusion à une organisation qui est bien connue, c'est mon institut, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Donc depuis plusieurs années, nous publions sur la Constitution, nous organisons des conférences sur la Constitution. Voilà, vous en avez dernièrement. C'était le 18 février 2024. Vous savez, en ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que les Congolais ne lisent pas. Plusieurs ne suivent même pas l'actualité. Cette année même, ou l'année qui s'est achevée, parce que nous sommes en 2025, nous avons organisé au Palais du Peuple, pour que personne ne dise qu'il n'était pas averti. Et on a publié dans les journaux, sur les réseaux sociaux, 7 sur 7 et plusieurs de vos médias ont publié, ont informé que l'IDGPA, mon institut, organisait comme de coutume une conférence pour commémorer le 18e anniversaire de la Constitution. 18e anniversaire. 18e, et les scientifiques sont venus, et pas de moindres. Les meilleurs dans leur domaine que nous avons dans ces pays. Historiens, politologues, sociologues, juristes, ils sont venus réfléchir sur cette Constitution-là. Et effectivement, lorsque nous avions cette conférence du 18 février 2024, nous nous sommes interrogés sur ce texte de constitution avant même tous les débats politiques que vous avez aujourd'hui. Ah, ok. Oui.
Donc je disais, c'est une constitution, comparativement à celle-là, elle était meilleure, c'est du français facile, meilleur, c'est du comparatif. Pour ceux qui ont appris un peu un bon français là-bas. Vous nous avez quand même privé, vous avez tout privé au public de cette comparaison dans le fond. Non, je l'avais dit, je tenais. Je disais, dans le fond, je ne suis pas allé dans les détails, mais je dis, bon, cette constitution que je tiens dans mes mains, parce que plusieurs gens se sont gargarisés. Ils se sont amusés à publier, voilà, le pauvre Mbata s'est contredit. Je ne me suis jamais contredit. Je l'avais soulevé. Et je disais exactement ceci. Cette constitution est au jour d'aujourd'hui, c'est le français quand même, la meilleure. Au jour d'aujourd'hui, j'avais dit, je l'avais répété d'ailleurs aux États généraux de la justice, qu'elle n'avait jamais été, je n'avais jamais dit qu'elle était intouchable. Et d'ailleurs, en droit constitutionnel, il n'y a aucune constitution intouchable. Ah, il n'y a aucune constitution intouchable. En droit constitutionnel. En droit constitutionnel, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Prenez par exemple même le texte de la 5e République française. Nous en sommes maintenant à la Constitution de 58. Mais il y a eu la 4e République, il y a la 3e et la 1re République. Prenez la Constitution américaine. 28e amendement, 27e, 26e, 25e. C'est pour vous dire quoi? Il n'y a jamais eu en droit constitutionnel de constitution intouchable. Ah, ok. Alors, mais lorsque vous organisez ce genre de colloques, ce genre de colloques à travers cet institut, c'est quoi exactement votre objectif? L'objectif n'est pas de garder cette constitution intacte, ou l'objectif est de pouvoir ouvrir un débat à une éventuelle... L'objectif, vous savez, la constitution, c'est l'œuvre d'un peuple. C'est elle qui régit l'organisation et le fonctionnement d'un pays. C'est dans tous les cas, appeler les Congolaises et les Congolais que nous sommes à se pencher d'abord, à connaître le texte. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la Constitution. Sur les réseaux sociaux, et je suis désolé, même les journalistes, les hommes des médias qui animent des émissions, ce n'est pas votre cas. Mais parfois, ils ne connaissent qu'un article de la Constitution. Et ils vous appellent à un débat, vous allez faire quoi? C'est pour d'abord que tout le monde se pénètre de ce texte, de la loi fondamentale. C'est seulement quand on le connaît qu'on peut l'améliorer. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'améliorer. Il faut d'abord la connaître pour l'améliorer. Pour l'améliorer. Vous savez même, parce que vous parliez des évêques tout à l'heure, mais la Bible est claire. Mon peuple meurt faute de connaissance. Donc l'ignorance, c'est le plus grand péché. Il faut que les gens, les citoyens connaissent les textes qui les régissent. Et alors ils peuvent penser à son amélioration. On va rentrer dans le débat d'actualité. Alors, vous avez dit que la Constitution est meilleure, mais pas intouchable. Mais le mot intouchable, vous le placez dans quel concept entre les deux concepts qui font débat au pays, révision ou changement de la Constitution? Encore une précision là-dessus, Ambroise. Vous posez une bonne question. Je suis professeur de droit constitutionnel. Et souvent, les gens ne le savent pas. Ils croient que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis professeur extraordinaire. Ça signifie quoi? J'ai formé plus de 20 professeurs. Ah, vous avez formé? Moi, j'ai produit plus de 20 personnes qui sont actuellement doyens dans les universités africaines. Oui, parce qu'on vous attaque souvent. Hein, vous comprenez? On vous attaque, on m'attaque où? On vous attaque, on pose des questions. Est-ce qu'il a publié un ouvrage? Mais ils ne lisent pas. Qu'ils mettent seulement le nom de professeur André Mbatamango sur Google Scholar. Google Scholar, ça signifie en anglais les chercheurs, les savants. Mais tout le monde a l'Internet. Tout le monde a WhatsApp. Allez tout simplement, même au moment où je parle, allez sur Google. Google Scholar, mettez André Mbatamango professeur et vous allez voir combien de pages sortent. Donc les gens ont des téléphones, ils ne savent même pas consulter le WhatsApp ou le Facebook. Prenez seulement le nom de professeur André Mbatamango, mettez sur Google Scholar. Donc voilà, j'ai produit 20 professeurs. 20 professeurs d'université sur le continent. Dirigé plus de 20 thèses. Et vous en avez combien? Vous pouvez circuler dans nos rues, vous allez trouver combien de professeurs qui ont formé une vingtaine d'autres professeurs, vous en avez? Donc je suis doctrinaire. Ces concepts-là, révision et les changements, ce sont les doctrinaires, c'est nous qui les faisons. Ah, ok. Vous les comprenez mieux que quiconque. C'est nous-mêmes qui les forgeons. À comprendre, c'est nous-mêmes qui les forgeons. Et qui les comprenons mieux que les autres. Ce ne sont pas les spécialistes de TikTok ou de Facebook. Non. Ou les politiciens que vous connaissez. Ce sont les doctrinaires qui vous définissent. Qu'est-ce que c'est qu'une révision? Et je dois vous dire, comme je l'entends dans les débats, mais le changement pur et simple n'existe pas en droit constitutionnel.
Ah, ok. Non, il n'y a jamais eu un cas, ou rarement des cas, où vous prenez une constitution, Vous la déclassez totalement et vous prenez une autre. Non, c'est rare ça. Ok. Parce qu'il y a toujours des dispositions qui reviennent. Oui. Effectivement. Alors qu'est-ce que vous appelez changement? Ok. Vous avez par exemple, vous êtes des médias de la presse, mais la liberté d'expression, vous croyez parce qu'on va changer, on enlève la liberté d'expression? Exact. Le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'association, le droit à une justice indépendante. Vous croyez qu'on va totalement changer ça? Non. Alors, mais il faut mettre qui ça emporte le mot changement? Qui emporte le mot changement dans le débat? Et il faut entrer ça. Je crois que beaucoup de gens devaient être formés. Il ne faut pas parler de concepts qu'on ne maîtrise pas. La plupart des gens devaient venir auprès des professeurs de droit constitutionnel, s'informer d'abord. Vous vous informez et après vous venez nous poser des questions. Parce que qu'est-ce qu'on constate dernièrement, ces derniers temps? La dernière question, prof, changement ou révision? La personne ne sait même pas ce que c'est qu'un changement. Et vous avez des pays comme la Suisse. On vous parle de révision partielle et révision totale. De la Constitution. Révision partielle et révision totale. C'est que nous n'avons pas ici. Donc, ce sont des concepts qui sont forgés et à la base, il y a des doctrinaires. Des doctrinaires, des spécialistes de droit constitutionnel. J'ai toujours dit ceci. Vous allez continuer, vous seriez en train de demander aux Congolais de ne plus utiliser le mot changement, par exemple, dans les débats. Non, il faut le mettre entre guillemets, pas dans le sens où ils l'entendent. Qu'on prend toute une constitution, on la change totalement par une autre. Non, ils doivent oublier ça. Et lorsque vous allez dans un média, la question qu'on vous pose, prof, changement ou révision, et la personne ne comprend pas. Donc, il faut mettre ces points-là sur les i. Et ici, vous parlez à un spécialiste de la question, je l'ai souvent dit. Tout le monde n'est pas juriste. Et tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Mais lorsque dans un pays, tout le monde se veut constitutionnaliste, mais ça là, on va vers l'hécatombe. On revient alors à l'essentiel. Posez-moi la question, qu'est-ce qui intéresse spécialement vos téléspectateurs? Oui. Alors, mais maintenant par rapport à la révision, parce que c'est une question qui fâche. Une question qui fâche par rapport à la révision. Les gens sont peut-être d'accord avec la révision, mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas voir le président actuel revenir au pouvoir, toucher par exemple à l'article 220 pour briguer un troisième mandat. C'est la question qui fâche. Parlons de la révision Ambroise. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui vous disent qu'on ne peut même pas toucher à la Constitution, pas de révision ni de changement. Je crois que vous avez suivi l'un de nos opposants. Et qui n'est populaire que sur les réseaux sociaux du reste. Parce qu'il n'a pas de député. Il a dit pas de changement, on ne peut même pas y toucher. Vous l'avez suivi. Donc, tout le monde n'est déjà pas d'accord sur là-dessus. Or, la révision constitutionnelle, elle est prévue par les textes. L'article 218 parle de la révision constitutionnelle. L'article 219, l'article 220. Il y a au moins 3 articles qui parlent de la révision constitutionnelle. Elle est prévue par le texte. Et c'est clairement dit là à l'article 218 qui peut initier une révision constitutionnelle. Et c'est bon. Vos émissions ont également un caractère pédagogique. Effectivement. Qui peut initier une révision constitutionnelle dans ce pays? 1. Le président de la République. 2. Le gouvernement après en avoir délibéré en Conseil des ministres. 3. La majorité de chacune des 2 chambres du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. 4. Une fraction de 100 000 personnes qui s'expriment par voie de pétition. Il n'y a que ces groupes-là. Ce n'est pas une église qui peut initier une révision constitutionnelle. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un TikToker, un influenceur. Ce n'est pas un média. Il n'y a que ces 4-là. Lorsqu'ils prennent l'initiative, cette initiative est déposée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le Parlement du Rég qui juge du bien fondé. Qui juge du bien fondé. Du bien fondé d'une initiative de révision constitutionnelle. Mais ce n'est pas une église qui va juger. Parce que j'entends souvent des questions. Quelle opportunité? Mais qui peut juger? Même l'initiative du président est jugée par le Parlement. Dans le cadre de la révision constitutionnelle, c'est le Parlement qui juge du bien fondé. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une ONG. Et heureusement, notre peuple m'a fait l'honneur de m'élire également comme député national, donc je représente également la nation à cette qualité-là. Donc il n'y a que nous, au Parlement, qui jugeons du bien fondé. Ne posez pas trop de questions. Mais quelle opportunité? Vous allez la poser à qui? C'est la question que je voulais poser justement au niveau de l'opportunité. Ce n'est pas n'importe qui peut juger l'opportunité. Ce n'est pas vous, malheureusement, avec tout le respect que je vous dois. C'est le Parlement qui juge du bien fondé. Je vous aime bien. C'est le Parlement. Et écoutez, à la majorité. À la majorité de membres du Congrès. Oui, elle juge du bien fondé. Et la révision définitive lorsque l'initiative est approuvée par référendum. Mais attention, il n'y a pas lieu de référendum si le Parlement le décide à la majorité des 3/5.
Ah, là, il n'y a plus de On ne va même pas au référendum. C'est ce qui s'est passé en 2011 d'ailleurs. Il y a une Avec révision constitutionnelle dans ce pays. Les 2 tours. Oui, il n'y a pas eu que de 2 tours. On a touché même à l'article 220, dont on parle tant. On a touché à l'article. La révision constitutionnelle de 2011 a touché à l'article 220, dont tout le monde parle tant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, professeur? Comment a-t-on touché à l'article 220? Mais on a touché à l'article. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? On dormait, on se réveillait aujourd'hui. Ah bon? Mais on a touché à l'article 220. Pourquoi? Parce que l'article 220 dit ceci. Ouais. Il y a des matières qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ouais. Parmi ces matières, il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire. Oui. Et l'article 149 prévoyait que le pouvoir judiciaire était indépendant, évidemment, mais il était composé, il comprenait les cours et tribunaux et le parquet attaché près de ces cours. Et en 2011, on a détaché le parquet du pouvoir judiciaire pour lui enlever son indépendance. On l'a rattaché à l'exécutif. Bon, il est maintenant le parquet sur les institutions du ministère public. Donc, la révision constitutionnelle de 2011 a déjà touché au fameux article 220. Mais on n'a pas vu venir ça. Mais on n'a pas vu venir. Les gens s'occupent beaucoup plus du mandat présidentiel. Voilà. Mais vous parlez à un constitutionnaliste, ce n'est pas des moindres. On a touché à l'article 220, vous étiez où? C'est une jurisprudence? Nous étions où? Non, je ne suis pas là. Ouais. Donc on peut aujourd'hui réviser sans passer par des conciliabules. Okay. Le Parlement, ça suffit. On l'a fait en 2011 déjà. Et il n'y a pas que ça. Je voudrais vous dire une chose, parce que vous parlez de l'Église ici. Lorsque cette constitution est adoptée par référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, elle est promulguée par l'ancien président, le président Kabila, le 18 février 2006. Oui. 2 semaines après, il y a une organisation qui est entrée dans l'histoire de ce pays pour demander la révision. C'était la CENCO. La CENCO. La CENCO est entrée dans l'histoire de ce pays comme la première structure à demander une révision constitutionnelle. Cette constitution-là de 2006. Cette constitution, la première organisation à demander sa révision, c'était la CENCO. C'est la même CENCO qui la protège. Ah bon. Qui ne veut pas qu'on la touche. Je dois vous dire, c'est le 14 par une lettre de la conférence épiscopale du comité permanent. La lettre était intitulée, comme d'habitude, Lévono et bâtissons référence à Némi. Et qu'est-ce que la CENCO disait là-dedans? C'est une tâche prioritaire. J'ai dit les mots. C'est une tâche prioritaire du premier Parlement. De revoir des amendements. Du premier Parlement issu des élections de 2006. L'une de ces tâches prioritaires pour la CENCO, c'était de réviser la Constitution. Ah bon? Et j'ajoute. Non, je n'ajoute pas. Je me réfère à la CENCO. La CENCO dit c'est vital pour l'avenir du pays, sur le plan politique et économique. C'était la CENCO. Ce qui était vital, le mot vital est important. Je le mets entre guillemets. Ce qui était vital, ce n'était pas le social pour la CENCO. Ce qui était vital, c'était la révision de la Constitution. C'était la révision de la Constitution. C'était vital pour l'avenir du pays sur le plan politique et économique. C'était la CENCO et là vous êtes curieux. Alors comment comprenez-vous le fait qu'aujourd'hui la même CENCO s'oppose à cette initiative? Posez-leur la question, s'ils sont dans la constance ou pas. C'était la première institution dans l'histoire à demander une révision de la Constitution. Alors il y a une forme de... Et alors, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu cette révision de 2016 et de 2011. Il y a même certains politiciens qui sont plus populaires sur vos plateaux, dans les réseaux sociaux auprès du peuple, et qui ont même déposé des propositions de révision constitutionnelle. J'étais premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'un d'eux a déposé une proposition de révision constitutionnelle. Ah bon? Oui. Il a demandé. Et après, lorsqu'on lui a fait comprendre... Vous voulez parler de qui? D'Élysée Sanga? Je ne vais pas faire, vous les connaissez. Je ne vais pas faire la publicité d'un politicien ici. Si c'était un professeur extraordinaire, je ferais sa publicité. Ou si c'était un professeur ordinaire, je ferais sa publicité. Alors, écoutez... Quand vous parlez de l'histoire des professeurs, on va peut-être ouvrir une petite parenthèse. Il y a quelque chose qui s'est dit dans les sens avec l'histoire des illettrés, lettrés. On attribue certains propos au cardinal Ambongo d'avoir dit que le Congo peut avoir un président illettré, mais pas un cardinal illettré, pas un évêque illettré. Non, il a dit quand ça?
Ce n'est pas faux. Ah, ce sont les propos qu'on lui attribue dans les réseaux sociaux. Ouais, mais pas ça serait, Non, mais c'est grave, parce qu'on peut être lettré et manquer de sagesse. Ah, on peut être lettré, mais manquer de sagesse. Et manquer de sagesse. Un cardinal lettré, mais qui manque de sagesse. Ben, je ne dis pas que ce n'est pas le cardinal. Moi, je n'ai pas entendu ça, mais je voulais tout simplement qu'on peut être lettré et manquer de sagesse. C'est simple. Et ça ne signifie rien. Je préférerais encore un illettré, entre guillemets, qui est sage, à un lettré, entre guillemets, qui manque de sagesse. Ah, ok. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que le lettré? Et puis, d'ailleurs aussi, bon, ce n'est pas le professeur extraordinaire que vous allez... Parce que le professeur extraordinaire sera dans tous les cas plus lettré qu'un cardinal. Hein? Il n'a pas le niveau d'un cardinal. Il est le cardinal à sa manière. Donc ne m'emmenez pas dans ce domaine-là. Il n'est pas professeur d'université. Non, non, ne m'emmenez pas. Dans tous les cas, moi je n'ai pas entendu. On peut avancer. Moi je n'ai pas entendu ce que vous dites, mais je suis en train de vous le dire. Vous êtes catholique? Oui. Vous êtes catholique? Moi je suis catholique, je peux le dire. Je suis un ancien séminaire, c'est pas que vous parlez de cardinal. Vous avez été au séminaire? Mais je suis entré au séminaire avant le cardinal. Avant lui? Oui. Le cardinal Ambongo? Pourquoi vous voulez dire? Moi je suis entré dans un séminaire avant les cardinaux, les évêques et les monseigneurs que vous connaissez. Y compris le cardinal que vous avez. Ah bon? Oui. Bon, vous aviez jeté l'éponge. Donc vous seriez devenu... Donc j'ai lu la Bible, on m'a appris la Bible avant le cardinal ou l'évêque ou tout autre dont vous parlez. Je suis assez vieux. Alors, on va revenir à ça, on va revenir. Alors, on revient un peu à ce qu'on disait. Vous disiez que si c'est lui qui avait déposé l'initiative de révision constitutionnelle, si c'était un professeur d'université, vous auriez pu faire ça. Non, non, pas de publicité. Si c'était un professeur ordinaire de mon niveau. Dans tous les il peut être professeur, nous avons... Donc, c'est un revirement. Lequel? C'est un revirement, le fait que... Oui, mais c'est son droit, c'est son droit. Il avait demandé une révision. J'étais premier vice-président, on n'a pas dit ça. On ne pouvait pas réviser pendant que le pays était en état de siège ou état d'urgence. Effectivement, il y a des gens qui posent des questions. Mais ce qu'on peut dire autour de ce débat, c'est ceci. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, réélu avec une majorité sans précédent dans notre histoire. 73%. À un premier tour. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et réélu il y a moins d'une année. Le peuple lui a renouvelé sa confiance. Il demande à son peuple, il convie son peuple à une réflexion sur la Constitution. Il n'y a rien d'anormal. C'est son droit. Mais les gens qui se disent lettrés et qui interdisent même à un peuple de réfléchir, est-ce qu'ils sont vraiment lettrés? Ils ne le sont pas. Les lettrés qui refusent qu'on réfléchisse. Non, ou ils peuvent être lettrés, mais ils ne sont pas des intellectuels. On peut être lettré sans être intellectuel. Ah bon? Oui. Oui, mais alors, je ne veux pas... La réflexion n'était pas mauvaise, hein? Donc, le chef de l'État demande à son peuple de réfléchir. Et vous, vous interdisez à un peuple de réfléchir. Au nom de quoi? Est-ce que ça, c'est être un intellectuel peut réfléchir? C'est dans mon cas. Est-ce que je peux interdire à ceux qui s'opposent à moi de réfléchir? Non. Maintenant, alors, il y a une sorte de guéguerre désormais entre le pouvoir de Félix Tshisekedi et les évêques catholiques, le cardinal et les autres. Non, quelle guéguerre, quelle guéguerre. Une sorte de guéguerre. Parce que quand on voit le président de la République dire, par exemple, que non, il y a des politiciens en robe, est-ce que c'est le président de la République? Je crois que c'est le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, le président l'a dit également en Mbujimaï, exactement. Il a parlé des sorciers. Il va même terminer leur sorcellerie. Ce sont ses propres termes. Et là, on voit Ambongo qui parle de lettrés. Bon, on peut y avoir un président illettré, mais pas un cardinal lettré. C'est une guéguerre qui va nous amener où? Il peut y avoir des évêques, des politiciens en robe. Ah, ok. Oui. Écoutez d'abord, c'est quelle guéguerre? L'Église, d'abord, il ne faut pas la confondre à des individus. Un cardinal n'est pas l'Église catholique. Ah, ok. Un évêque catholique n'est pas l'Église catholique. Même le pape François n'est pas l'Église catholique. Ah, ok. L'Église catholique, c'est le corps du Christ. Ah, ok. Tous ces fidèles, mais ces nombreux combattants de l'UDPS ou d'autres partis, ils sont catholiques. Ah, il y en a beaucoup, hein? Oui. Qui sont au pouvoir, qui sont à l'opposition. Ils sont même la majorité. Ils sont catholiques. Ils sont catholiques. Et aussi, nous sommes l'Église. Vous ne pouvez pas réduire l'Église à une personne.
Nous étions dernièrement avec le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis secrétaire permanent, c'est la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Nous étions à Kananga, l'archevêque de Kananga n'est pas en guerre. Il a reconnu tous les bienfaits que le président de la République a fait pour l'Église. L'accord entre l'Église et le Saint-Siège, l'État congolais et le Saint-Siège, qui a traîné pendant des années alors que l'ancien président, M. Kabila, était au pouvoir. Mais cet accord a pu voir le jour grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Où est-ce qu'il manque? Chaque fois qu'il y a un évêque, mais on donne des véhicules, on donne des moyens. Les églises, alors que même, cette histoire même d'argent qui nous sommes un État laïque. 47 millions, quelque chose comme ça. On a donné beaucoup d'argent à chaque église, à chaque évêque, pour qu'il fasse du travail dans son église. Les autres ne le reconnaissent pas. Est-ce une sorte de corruption pour qu'ils laissent le pouvoir libre cours à faire tout ce qu'ils veulent? Non, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, ce n'est pas s'occuper du pouvoir. Le rôle de l'Église, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ce n'est pas faire la politique. Vous êtes chrétien. Quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église, ce n'est pas monter sur tous les hôtels lorsqu'il y a un politicien qui parle. Le président de la République s'exprime, vous prenez, vous demandez une conférence de presse. Un vice-premier ministre s'exprime, vous demandez d'aller sur Top Congo ou d'autres. Ce n'est pas ça la mission de l'Église. Mais l'Église est en train de divaguer. Quelle est la mission prophétique de l'Église? Et on ne parle de la mission prophétique de l'Église. Et quand on parle, il n'y a même aucun verset biblique qu'on cite. Ah, il n'y a aucun... Il n'y a même pas une référence à la Bible. C'est quelle mission prophétique? On ne lit aucun verset biblique. Quel verset et on commence à parler politique. On parle politique, c'est ça la mission de l'Église? Dans la Bible, non, moi, je n'ai pas appris ça au séminaire. Ah, ok. Non. Ouais. Non. Vous n'avez pas appris ça? Non, je n'ai pas appris ça. Donc c'est qu'un fond, c'est autre chose. Non. Quelle mission prophétique? La mission prophétique, ce n'est pas prêcher le chaos. L'Église est porteuse de la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Mais des prélats qui deviennent des annonciateurs de la mauvaise nouvelle, ça c'est... On dit d'eux que ce n'est pas une première pour l'Église catholique au Congo, depuis Mobutu. Oui, mais ça a toujours été ainsi. Mais vous pouvez changer. Vous pouvez changer. On n'a pas dit que vous pouvez... Vous savez, ce n'est pas faire le mal qui est un problème, c'est persévérer dans le mal. Vous parlez de la révision tout à l'heure. Ouais. Mais la France a révisé la Constitution cette année. La République française, pour introduire un seul article. Juste un seul article, oui. C'est permettre aux femmes d'avorter à n'importe quel moment. Alors qu'avorter chez nous, à 8 mois, mais ce n'est plus un fœtus, c'est un enfant, c'est un meurtre. La France a révisé. Mais vous n'avez qu'un seul cardinal. En France, il y a combien de cardinaux? Il y a combien d'archevêques en France? Pourquoi ils n'ont pas parlé? Alors, comment est-ce que vous estimez, vous constatez ça, ce qui s'est passé en France? Non, même partout, mais le pape est en Italie. Le pape, le chef de l'église catholique, entre guillemets, il est en Italie. Vous entendez le pape? Chaque fois que le gouvernement italien fait une déclaration, le pape, le souverain pontife, s'exprimer. C'est lui le chef. Oui, mais ici chez nous au Congo, on a eu quand même ce dialogue de la Saint-Sylvestre, ce qu'on appelle le dialogue de la Cinco en 2018. Oui, mais il faut connaître les barrières. L'Église, sa mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Je vous envoie à travers le monde entier. Prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas prêcher la CENI, les élections, prêcher la Constitution. Et d'ailleurs, le problème que nous avons actuellement, c'est lequel, Ambroise? Vous allez débattre avec qui? Mais la Cinco n'a pas un seul constitutionnaliste. Ah. Mais l'opposition dont vous voulez parler, il n'y a pas de constitutionnaliste. Et puis parce qu'on parle de la Cinco, vous avez changé la prière de notre Père il y a moins de 7 ans. Il y a eu quelle consultation? Vous avez appelé tous les... On a changé la prière de notre Père. Mais elle a changé. C'était notre Père qui est aux cieux, et que ton nom soit sanctifié. Et puis, on a enlevé, ne nous soumet pas à la tentation, pour mettre, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Posez-vous la question. Tous ces papes qui ont régné au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, ils sont allés en enfer parce qu'ils priaient mal. La prière que nous avons... Et pourquoi? Donc, tous ceux qui ont prié avant. Donc, ils sont allés en enfer. Même ceux qu'on a canonisés, même ceux qu'on a béatifiés sont allés en enfer. Vous les avez corrigés. Non, mais ce n'est pas possible. Et puis, vous avez posé la question. Mais quelle est l'opportunité? Vous me posez la question.
Quelle est l'opportunité? Quelle opportunité avait-il à changer la prière de notre Père que nous avons reçu du Seigneur? Hein? Oh, sinon il y aura l'instabilité. Donc, quand on a changé la prière de notre Père, il y a eu l'instabilité. Prof, c'est pourquoi il y a eu une vidéo de vous qui a circulé dans les réseaux sociaux où on dit que même la Bible peut changer. Mais ils l'ont changé. Parce que la prière de notre Père est dans la Bible. Et il n'y a pas que ça. Mais les canons c'est l'équivalent de droit des lois constitutionnelles dans l'Église catholique. On a changé beaucoup de canons. Je vais vous dire une chose. Comme un ancien séminariste. Mais Ambroise, dans le temps, le prêtre, quand il disait la messe, il ne regardait pas les fidèles. Il regardait l'autel. On ne pouvait pas danser, mais aujourd'hui, toutes les danses, on peut danser à l'église. Même le ndombolo, vous pouvez l'amener à l'église. Pour le faire. C'est qu'on a changé. La liturgie a changé. Alors, si la Bible peut être modifiée, à plus forte raison, la Constitution, alors, parce qu'il nous reste peu de minutes, on parle de la révision de la Constitution. Déjà oui, il nous reste peu de minutes. 10 minutes. Oui, vous parlez de quoi? Des dispositions intangibles. Bon, les dispositions intangibles. Est-ce que vous accepteriez une révision, mais sans que Fachi brille un troisième mandat? Mais Fachi ne vous a pas dit ça. Pourquoi vous faites un procès d'intention? Pourquoi vous faites un procès d'intention? Mais c'est que je peux vous dire ceci. Et beaucoup d'autres juristes viendront. Mais je vous dis, tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Et beaucoup d'autres constitutionnalistes viendront. Et tous les constitutionnalistes n'ont pas le même niveau. Ah bon? Non, je vous le dis. On est constitutionnaliste, mais avec des niveaux différents. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des majors, il y a des capitaines. Vous êtes parmi les généraux. Je ne sais pas. Vous en avez formé 20 professeurs. Ah, 20. Je vous dis ceci. Que la majorité de la doctrine des constitutionnalistes disent ceci. Il n'y a pas de clause pour l'éternité. Nous sommes en 2025, non, Ambroise? Vous ne pouvez pas décider aujourd'hui, en 2025 par exemple, et s'il n'y a pas eu d'enlèvement, le Christ ne nous a pas enlevés. Parce que je serai aussi enlevé pour faire partie du royaume. Ah, ok. Vous serez enlevé. Je serai enlevé. Alors, si l'enlèvement n'a pas lieu en 2130, vous ne serez plus vivant. Vous croyez que ce que vous avez décidé en 2005 va lier les Congolais qui seront ici en 2130? Ah, ok. Mais c'est simple, non? Nous avons décidé en 2005. Vous croyez que ceux qui viendront sur cette terre en 2300, si l'enlèvement n'a pas lieu, ils seront liés? Non! C'est la souveraineté du peuple qui domine. Le peuple, et c'est la majorité des doctrinaires en France. Je cite quelques-uns. Le professeur Lavrov, le professeur le doyen Vedel, René Carré. Donc beaucoup d'auteurs disent que c'est là. Si le peuple le décide, le peuple a toujours le droit de réformer sa constitution. Alors, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. Si le peuple décide que Fachi reste, si le peuple décide, le peuple décidera. Parce que nous sommes démocrates, non? Pourquoi nous aurions peur du peuple? Et puis soyons aussi prudents. Lorsque le prof Mbata parle, il n'est pas le peuple. Mais je suis un représentant du peuple. Il y a des gens qui ne sont pas élus. Élu député national. J'ai été élu député national. Mais ceux qui sont sur les robes, qui les a élus? Vous avez été élus? Ils ont été nommés. Nommés. Alors, donc je parle au nom de... Mais je ne peux dire, je ne suis pas le peuple. Quand les politiciens congolais parlent, ils doivent faire attention. Dites, je parle à mon propre nom. Mais ne dites pas au nom du peuple. Ah, ok. Vous ne vous exprimez pas au nom du peuple qui a Katumba. C'est souvent le peuple. Le peuple n'a pas besoin de ça. Même quand votre parti n'a même pas... Même quand votre parti n'a même pas un député. Même quand vous-même, vous n'avez pas été élu, mais nommé. Vous parlez du peuple. Ne parlez pas de... Faites très attention. Ah, ok. C'est le peuple qui décide. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a convié la nation à une réflexion. Il mettra en place une commission interdisciplinaire. Vous voulez venir, adressez-vous au président de la République. Vous pouvez faire partie de la commission. Donc ce sera tout ouvert et le peuple décidera. Est-ce que voyez-vous ce qui est en train de venir à travers le tandem Kabila-Katumbi qui ont fait un communiqué pour dire niet à la révision de la Constitution? Est-ce que vous voyez ce qui est en train de venir? Bon, est-ce que le peuple est dupe? Le peuple est vraiment dupe. Vous savez aussi ce qui est étonnant, c'est quoi? Le Rwanda s'oppose à toute modification de la Constitution. Le gouvernement rwandais interdit au président Félix Tshisekedi de faire de la distraction. Bon, je n'ai pas encore lu... non, il y a plusieurs.
Et faites le lien entre le Rwanda et tous ces politiciens qui s'expriment sur la Constitution. Ah bon? Et le Rwanda a le même argument. Est-ce que c'est la Constitution qui vous bloque? Ah oui, on a suivi des émissions tournées au Rwanda. Au Rwanda. On parle de Kinshasa. Est-ce que c'est la Constitution qui vous faites bloque? attention si nous ne sommes pas... On a cité même l'ancien président Joseph Kabila. Voilà. On dit Donc, souvent le pouvoir des Fachi accuse Kabila. Ceux qui s'opposent à la simple réflexion, il faut se demander si ce ne sont pas des marionnettes du Rwanda. Ok. S'ils ne sont pas des marionnettes du Rwanda, et vous avez cité l'un d'eux, il était dernièrement au Rwanda, alors qu'ici il est courageux contre le président de la République. Le pays est en lambeaux. Il est courageux. Il arrive au Rwanda. Paul Kagame qui tue nos compatriotes de l'Est du pays, qui tue, qui fait violer nos femmes. Il est chez Kagame. Il ne demande même pas une audience pour lui demander d'arrêter ce qu'il fait au Congo. Il commence à le louer, le leadership du président Kagame. Et quand il revient, il traverse la frontière, il devient cet homme-là courageux, qui monte sur les hôtels, qui parle au nom du peuple. On ne peut pas s'amuser avec le peuple. Cardinal, vous parlez du cardinal Mbongo qui était dernièrement au Rwanda. Ah bon? Si c'était lui, bon, il était là. Cette émission ne devait pas être au sujet d'un cardinal lorsque vous interviewez, vous interrogez le professeur des universités. Alors, et cette idée de Martin Fayoulou, qui s'oppose également à ce projet de révision constitutionnelle, mais qui souhaite qu'on tienne quand même une conférence constitutionnelle sous l'égide de l'Église catholique, cette fois-là. Sous l'égide de qui? De l'Église catholique, c'est lui qui propose ça. L'Église catholique, il voit les évêques. Bon, c'est son point de vue. Mais quel Senko a... Parce qu'il a confiance en eux, il peut... bon, il est comme catholique, c'est son droit. C'est son droit, mais je vois très mal... Quelle égide? Quelle égide ils vont faire? Pour nous dire comment, pourquoi ils nous expliquaient. Quand ils avaient chargé le Notre Père, il y avait une conférence constitutionnelle. Hein? Quand on avait chargé le Notre Père, il y avait une conférence constitutionnelle. On demandait à notre opposant de venir sous son égide. Voilà, non. Il faut laisser ça. Il veut être... C'est un citoyen. Et moi, je l'aime bien, c'est un ami. Ici, le président de la République a appelé à une réflexion constitutionnelle. Il est invité. Il est invité. Donc, de 2025 ici, nous sommes déjà au début de l'année. Oui, il est invité à participer ou à envoyer des gens à la conférence constitutionnelle. Et puis, en fait, aussi ceci. Ce que je remarque, c'est quoi? Vous savez, vous parlez à quelqu'un qui était président de la transition sans Kabila. Ah bon? Je les connais tous. Ce sont mes amis. Ce sont mes amis. Donc, l'Église catholique, l'Église doit jouer son rôle. Je ne suis pas venu à cette émission pour parler de l'Église. Oui. Non, s'il vous plaît. Oui. C'est en répondant aux questions. Donc, chacun doit jouer son rôle. Et ici, qu'on laisse notre peuple s'exprimer, qu'on laisse le président de la République diriger la République. Et vous savez, on n'a pas encore fait une année de mandat. On n'a pas encore une année. Non. Peut-être parce qu'on lit la nouvelle année aux 5 ans passés. Non, mais si on liait, on vient de le renouveler le mandat. 70% des voix, il y a moins d'une année. Vous croyez que ce peuple-là, qui l'a fait il y a moins d'une année, est prêt à le désavouer? Non. Donc ne faisons pas l'enfant. Il vient, même si on a c'est le deuxième mandat. Ok, on est d'accord. Mais le peuple vient de lui renouveler le mandat il y a moins d'une année. Ouais. Et son gouvernement a moins de 7 mois. Il l'a reproché à la population de Kananga au Kasaï central en leur disant... Donc, on n'a même pas encore fait une année. Pas encore fait une année. Oui, mais et c'est le président qui se bat pour l'intégrité territoriale. Et nous allons recouvrir contre le Rwanda. Tous ceux qui parlent là-bas, qu'est-ce qu'ils disent du Rwanda? De l'agression dont nous sommes victimes. Parce que même ces questions dont nous parlons, vous allez réfléchir sur la Constitution, comment si vous êtes demain, vous devenez une colonie du Rwanda. Vous allez réfléchir où? Et tous ces gens-là ne parlent pas de l'agression rwandaise. Donc voilà, je crois que la réflexion... Alors, l'agression rwandaise qui est là, Paul Kagame qui a refusé de venir à Rwanda pour signer l'accord, là on n'est pas sorti de l'impasse. On n'est pas sorti. Mais Paul Kagame, le président d'un État voyou. C'est un État voyou qui ne respecte aucune règle du droit international. Le régime du Rwanda vit du pillage systématique des ressources naturelles. Qui n'est pas sanctionné. Oui, la complicité de la communauté internationale. La complicité, oui. Pas la faiblesse de la diplomatie congolaise. Non, la complicité. Notre diplomatie n'a été aussi forte, n'a jamais été aussi forte. Depuis 30 ans, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle n'a jamais été aussi forte. Nous sommes forts, nous sommes partout. Cette année, nous entrons au Conseil même de sécurité des Nations Unies, parce que cette diplomatie est agissante.
Nous sommes au Conseil des droits de l'homme parce que nous tenons au respect des droits de l'homme. Nous sommes membres grâce à la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le discours qui a changé avec Kagame qui est en train maintenant de se plaindre, c'est à cause de cette diplomatie agissante. Donc le Rwanda vit de pillage, il vit de meurtre, il vit de massacre de nos compatriotes de l'Est. Et aucun président ne se sera battu pour l'intégrité de son pays. Mais ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi qui a amené la guerre à l'Est. Non, il a trouvé. Mais personne ne se sera battu autant que lui pour qu'on mette fin à cette agression. Et nous y sommes et nous y parviendrons grâce à l'appui de tous les compatriotes. C'est pourquoi je félicite. Nous soutenons les forces armées de la RDC, nous soutenons les Ouazalendo et tous les compatriotes. Mais les autres qui ne parlent que de la Constitution, ils n'évoquent même pas l'extérieur. L'agression dont nous sommes victimes, ils n'en parlent pas. Donc voilà un peu... Merci, ça sera peut-être un mot de la fin pour... Le mot de la fin, c'est souhaiter une bonne année à nos compatriotes de partout, partout dans le pays et dans la diaspora. Je vous salue, vous suivez Congo Web partout à Bruxelles, je l'avais remarqué dernièrement. Vous suivez également Congo Web à Johannesburg. Et au Canada, j'ai beaucoup m'ont dit qu'ils suivaient Congo Web. Exact. Je vous présente mes vœux les meilleurs. Restons, nous ne devons pas être un peuple qui pleurniche, qui pleure. Nous devons être un peuple qui se bat. Et nous devons se battre cette année autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que notre peuple a réélu pour changer les conditions de vie de notre peuple et mettre fin à l'agression barbare dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Merci beaucoup, professeur André Mbata. Nous rappelons que vous êtes député national de l'UDPS, professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud. Vous êtes également professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Merci d'avoir été sur... Et secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation. Ah oui, le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation. J'ai vu votre communiqué dernièrement par rapport aux communicateurs. Oui. Vous souhaitez réorganiser les choses. Oui, l'Union Sacrée, quoi que l'on en dise, l'Union Sacrée est en train d'être redynamisée, qu'on ne parle pas... Les gens racontent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais l'Union Sacrée, jusque-là, est derrière son chef, sa haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Merci d'avoir été sur ce plateau Table Ronde. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro des Tables Rondes. Au revoir.